allons réaliser un TP autour du tri par sélection, qui n'est pas le plus performant des tris, mais qui a le mérite d'exister en tout cas, et de faire le boulot. Alors, je vais partager mon diaporama. Voilà. Hop, hop. Alors, donc, il s'agit donc de ce tri qu'on va tout de suite observer en action. On va l'observer en action sur un site. Alors, Escape. Alors, on est sur un site qui s'appelle Visualgo, qui est un outil qui comporte beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes, dont les principaux tris par sélection, les principaux tris, pardon. Celui par insertion, il est ici, celui par sélection, il est là. Pour le faire fonctionner, alors on fait Go, et là, on voit ce qui se passe, mais il faut que je vous le décrive. Donc, en fait, là, l'algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de comparer. Alors, dans un premier temps, il regarde le premier nombre ici, et il va le comparer successivement avec tous les nombres de la liste. Tant qu'il ne trouve pas un nombre le plus petit, il continue de parcourir la liste. S'il en trouve un plus petit, il s'interrompt et il retient l'indice de ce nombre. Puis il continue au cas où on trouve un nombre plus petit. Alors, je vous continue. Donc le 2, voilà, le 2 devient le nombre le plus petit de tous les nombres de la liste à partir de l'indice 0 jusqu'à la liste à l'indice de ce numéro-là. Et puis on continue jusqu'à la fin. Et si jamais, si jamais je ne trouve aucun autre nombre plus petit que 2, eh bien là, à ce moment-là, j'échange la position entre 2 et 3, qui va être l'étape suivante. Alors, je vais faire du pas à pas. Hop. Donc, 2, de manière obligatoire, je ne sais pas si vous avez percuté, mais de manière obligatoire, c'est le nombre le plus petit de toute la liste. Il est en première place. Et puis, on va continuer ce même algorithme. Mais en démarrant cette fois-ci à l'élément d'indice 1, donc au deuxième élément, on va décider que 44 sera le plus petit. Tant qu'il reste le plus petit, rien ne bouge, mais dès que, alors ça va être le cas là, donc 44, on estime que c'est le plus petit, mais comme 38 est plus petit que 44, c'est 38 qui devient l'élément de base. Et puis ça va, alors maintenant je continue le programme. Voilà, ça va être 5 après, puis 3, et puis c'est définitif, et 3 va être permuté avec 44, etc. Là, c'est 5 actuellement, qui est le nombre le plus petit, mais ça devient 4, etc., etc. Et donc, si on fait tourner ce programme jusqu'à la fin, ça donne ça. La liste est bien triée. Alors, je retourne sur mon... J'essaye de retourner sur mon diaporama, voilà. Alors, on va expliciter, je crois que j'ose espérer que ça a été relativement clair avec l'aspect visuel des choses. Donc, l'algorithme, comment il va se réaliser en 3 étapes. On recherche dans un premier temps, au premier parcours de la liste, le plus petit élément du tableau, et on va l'échanger avec l'élément d'indice 0. Puis, on recherche le second plus petit élément en procédant de même, et donc on l'échangera avec l'élément d'indice 1, et on continue de cette façon jusqu'à ce que le tableau soit entièrement trié. Donc on sent qu'il va y avoir des boucles à réaliser. On va voir pas à pas comment on va réaliser cet algorithme. Alors là, il est écrit en Python, mais on aurait pu l'écrire en pseudocode.
L'index, on va l'initialiser à 0, puisqu'on démarre effectivement par l'élément d'index 0. Tant qu'on n'est pas rendu à la fin de la liste, je parcours la liste et je fais, dans un premier temps, j'initialise l'indice du nombre minimum, tour de boucle par tour de boucle. Donc, dans un premier temps, lors du premier tour de boucle, ça va être égal à 0. Et puis, pour parcourir, comme c'est une boucle while, hein, ce n'est pas une boucle for, je suis obligé d'incrémenter mes index. Et les index, là, qu'on parcourt, ça sera J. Et donc, on démarre de J min. À chaque fois, à chaque tour de boucle, on démarrera d'un élément plus loin. Je poursuis. Et là, cette fois-ci, c'est cette valeur-là que je regarde, bien entendu. Donc, il y a une boucle imbriquée. Tant que J est inférieur à ln de liste, je fais un test sur la valeur de l'élément en question, l'élément d'un indice J. S'il est plus petit que mon minimum en cours, je dis que l'indice du minimum est égal à J. Sinon, je ne fais rien, je poursuis mon chemin, si je puis dire, et donc j'incrémente le J. Ensuite, une fois que cette boucle est achevée, vous vous rappelez, on a vu deux situations comme ça. Je permute l'élément d'indice Jmin avec celui de l'index. Et puis, j'incrémente mon index. Voilà. Ça, c'est notre algorithme de tri. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais faire tourner un programme, alors pas que le tri, dans un Jupyter Notebook. Donc là, pour l'instant, je vous explique seulement le code qui sera à l'intérieur des cellules. Et dans un premier temps, on va quand même tester que notre algorithme tourne bien. À l'aide alors, on ne va pas faire compliqué, on va juste utiliser des asserts. Et je vous rappelle qu'une insertion, donc, ça permet de s'assurer que la fonction que je teste, elle tourne effectivement correctement avec un exemple. Mais on pourrait, il est beaucoup plus prudent de tester plusieurs exemples, bien entendu. Et puis si ça ne marche pas, il y a une exception, exception assertion error, qui est levée, et donc je sais à ce moment-là qu'il y a une erreur dans mon algorithme, il faut que je la repère. Alors, l'objectif, en fait, de ce TP, je ne vous en ai pas parlé pour l'instant parce que c'était inutile de ne pas se concentrer sur tri par sélection. On va faire une petite recherche empirique sur la complexité temporelle de cet algorithme, c'est-à-dire on va essayer de l'approximer par une fonction, on va voir par la suite. On va être obligé de faire un certain nombre de choses. On va déjà, alors il y a d'autres méthodes que celles que je vais vous montrer là pour chronométrer la durée d'exécution d'un programme. Il y a notamment la fonction timeIt. Mais là, bon, pour changer un peu, pour voir d'autres façons de procéder, je vous ai parlé, je vais vous montrer comment faire avec le module time et la méthode perfcounter, donc qui permet de chronométrer le temps en secondes. Le principe, c'est, dans une première instruction, j'initialise le temps, enfin, je dis que le temps 0, c'est celui-là. Je fais tourner mon algorithme, tri-sélection en l'occurrence, et je calcule le temps à la fin d'exécution de mon algorithme du tri par sélection en mettant cette instruction-là aussitôt après. Alors bon, il va se passer une microseconde entre la fin et la réalisation de cette instruction, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Alors, on va voir comment ça va être implémenté un petit peu plus tard. Alors, on va l'appliquer
parce qu'il est quand même bon de faire des tests sur nos algorithmes, notamment quand on fait des recherches de complexité temporelle, sur des situations un petit peu différentes. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on on le teste sur des listes qui sont plus ou moins triées déjà. Donc, on sent qu'il va y avoir beaucoup moins de travail à effectuer. Et puis, des listes qui sont générées aléatoirement, donc qui ont peu de chances, en fait, d'être déjà quasiment triées. Et puis, on va mesurer le temps d'exécution de notre algorithme sur ces deux types de listes. Alors, je parle de listes parce que les exemples seront en Python. Alors, voilà, par exemple, je génère une liste. Alors bon, il y a 1000 choix à effectuer si on décide de générer des listes et de les mettre dans la catégorie des déjà presque triées, ce qui n'est pas complètement le cas ici, mais bon. Alors, on voit bien qu'elles sont en partie triées. Donc, si vous utilisez cette liste compréhension, et là, on voit l'exemple en prenant grand N égale 60. Donc là, hein, c'est à chaque i dans range n, donc 0, puis 1, puis 2, je rajoute 7 à cette série-là. Et donc, effectivement, je démarre à 7, parce que 7 plus 0, ça fait 7, 8, 9, 10. Et puis là, j'ai été jusqu'à... donc, comme n égale 60, on s'arrête à 59 ici. 59 plus 7, ça fait 66. Donc, celle-là, elle est triée, en fait, celle-là. Donc, on va servir de cette idée-là pour en faire une presque triée. Parce que triée, bon, on peut tester l'algorithme sur une liste triée, mais bon, c'est pas non plus ultra intéressant. Alors, voilà ce qu'on fait. On utilise le modulo. Et on va générer des listes de nombres, des listes périodiques, en fait. Donc, elles sont en partie triées, régulièrement triées. Il va y avoir normalement beaucoup moins d'instructions à réaliser. Donc, voilà comment on va procéder pour créer des listes dont on dira qu'elles sont semi-triées. Pour générer des listes dont on espère qu'elles ne seront pas triées du tout, et donc pour lesquelles il faudra quand même probablement pas mal de temps pour effectuer le tri, on les génère de manière aléatoire avec le module random. Par exemple, en faisant comme ça, en utilisant la méthode randint du module random. Donc là, on va... donc, vous voyez, je vais créer une fonction, hein, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, celle-là permet de créer donc 120 nombres compris entre 10 et 100. Entre 10... Alors, randint, il n'y a pas... Le B est inclus. Il pourra y avoir des 100. Il n'y en a pas, mais il y aurait pu en avoir. Ça va... Si, il y en a un. Voilà. Donc, on a bien la preuve que randint ne fonctionne pas comme range et permet d'aller jusqu'à l'extrémité de ce nombre-là. Voilà, bon, ça c'est une liste exemple créée par mon générateur de liste aléatoire. Bon, on pourrait chercher à savoir si c'est plus ou moins trié, mais on va dire que lorsqu'on génère des listes de 120 éléments, il y a quand même très peu de chances dont on puisse dire qu'elles sont presque triées. Là, donc les fonctions, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre plus. Donc là, on a une liste dont on va dire qu'elle est presque triée, parce qu'elle est pseudo-périodique. Là, vous avez une liste dont on espère qu'elle n'est pas du tout triée, mais il y aura quand même des nombres qui seront rangés dans un ordre croissant, fatalement, j'imagine. Donc ça, je viens de vous expliquer comment procéder. Voyons voir maintenant comment on va calculer le temps d'exécution en servant du module time dont on a parlé. On va initialiser les chronos parce qu'en fait, on va faire tourner la fonction sur un grand nombre de listes. Alors,
Là, c'est des listes. Alors, vous voyez, je me sers des deux fonctions, créer des nombres de liste au hasard. Donc, ça, c'est celles qui seront les listes a priori pas trop rangées, pas trop triées, et celles qui sont presque triées. Bon, là, le choix des paramètres. Alors, vous voyez quand même que je vais prendre. On va quand même s'attarder sur cette boucle-là. Foreign in range, début, fin, pas. On va créer des listes de tailles différentes. Il y aura un pas, hein, c'est par exemple, il y aura une liste, si je prends au début 2, eh ben, ça fera une liste d'abord de taille 2, puis si je prends un pas égal à 2, puis 4, puis 6, puis 8, etc. Et plus ça va, plus mes listes vont être longues. Alors là, je fais un choix en fait. Je vais bien entendu prendre des valeurs de n qui vont être grandes, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, pas très grandes, mais qui vont être grandes. Et donc, début, dans les exemples qu'on va voir tourner tout à l'heure, il sera relativement grand. Ça ne sera pas 2 ou 3. Et puis là, il faut bien décider d'une longueur de pseudo-période. J'ai pris 5. Mais ça n'a pas grande importance non plus. Vous pourrez d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de faire des tests. C'est de faire des tests avec différentes valeurs, bien entendu. Alors, là, on utilise le perf counter. Là, on initialise le compteur. On fait tourner le tri sélection sur une des deux listes. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous parler de ce paramètre, ce métrier. C'est un booléen. Il est à true si c'est une liste métriée. Il est à false si ce n'est pas le cas. Donc là, vous voyez, if not semi-trié, donc ça veut dire si semi-trié est à false, en fait, parce que not false, alors sera égal à true. Eh bien, si semi-trié est à false, donc je crée une liste au hasard, donc j'espère qu'elle n'est pas triée. Et puis, si j'ai une liste, si semi-trié, est à true, ça veut dire que not true est égal à false, et donc cette fois-ci, je vais avoir une liste un peu trié, on va dire. Donc voilà, je fais tourner mon programme appliqué à la liste qui a été générée ici, par ces deux fonctions. Et puis, je finis mon compteur. Alors, le compteur est terminé ici. Et là, tout de suite, on fait la différence avec le début. Et donc, j'ai ma durée d'exécution de ma fonction tri-sélection. Sur chacune, on est dans la boucle, hein, rappelez-vous. Sur chacune des listes qui ont été générées ici. Et puis, je vais alimenter ma liste chrono. Donc, je vais rajouter le temps que j'ai trouvé ici à ma liste chrono et ça me fournira ma liste. Que je peux, lorsque je fais tourner ce programme, que je peux... alors, j'ai mis en commentaire le print que je peux afficher si j'en ai besoin. Et puis, cette fonction retourne la liste des durées d'exécution du programme de tri par sélection. Et puis, alors là, je vais avoir besoin, parce que je vais faire ça de manière plus ou moins empirique, par tâtonnement, je vais avoir besoin d'afficher deux graphiques, en fait, deux courbes sur un même graphique. Je vais avoir la courbe des éléments de chrono, donc les durées d'exécution en fonction de la taille de la liste. Et puis, je vais modéliser. Je vais tenter de modéliser cette courbe. Alors, voici la fonction. Donc, je prends là, c'est pour générer les abscisses ici. Donc, je prends le même début, fin, pas, que pour les mêmes paramètres que générer en calcul, à part ce métrier, qui n'a pas d'importance, parce que ça, c'est pour générer les abscisses des points de ma courbe. Et ici, alors, suivant les situations, une liste pré-triée ou pas, je vais... alors là, c'est le résultat que j'ai obtenu aujourd'hui en tâtonnant. J'ai
Bah, je savais que ça allait être de complexité n carré, donc je savais que le modèle était de la forme petit a fois x carré. Mais pour trouver avec une relative précision ces deux nombres-là, bah, il a fallu que j'y aille par tâtonnement. Donc ces nombres-là ne seront pas les mêmes sur vos machines, probablement. Bah là, c'est la façon de paramétrer donc, les courbes. Là, il y a la courbe empirique, donc avec les données que j'ai trouvées, les chronomètres, les mesures des durées d'exécution de la fonction tri-sélection. Là, c'est parce que R, c'est parce que ça va être en rouge. Le petit point, c'est parce que je vais mettre des points pour les points, justement. Le tiret ici, c'est que je veux que la courbe soit tracée en continu. Et le petit b, c'est qu'elle sera en bleu, comme bleu. Et là, donc, courbe ici, c'est mes modèles que je détermine à tâtons. Alors, on pourrait faire ça, bien entendu, de manière algorithmique, hein, bien entendu. Mais ce n'était pas l'objet de ce TP. Là, c'est pour expliquer qu'on va mettre les nombres sur les axes des abscisses en vertical, sinon ils vont se chevaucher. Les intitulés de chaque axe des abscisses, l'axe des ordonnées, le PLT chaud pour pouvoir afficher le graphique. Je vous rappelle qu'on a, alors je ne l'ai pas dit au début, mais on avait importé Matplotlib. Le PLT, c'est l'alias de Matplotlib. Et donc, voilà ce qu'on va obtenir, mais je vais vous le montrer tout de suite. Et donc là, mon modèle est presque parfait. Il aurait probablement fallu que j'affine encore un peu, mais bon. Et donc, on voit bien que c'est une complexité en n carré, parce que le modèle est quand même extrêmement fidèle. Alors, ce n'est pas une preuve, hein, bien entendu, c'est une preuve empirique, on va dire. Voilà, bon, ben donc là, j'ai fini la présentation du code. Je vais aller dans mon notebook, si je le trouve. Alors, ça, c'est mon Visual Algo. Alors, je ne l'ai pas. On va le faire en direct, on va le faire tourner en direct. Voilà, j'ai réinitialisé. Alors, bah, c'est le code, pour ainsi dire, on a vu l'entièreté. Hein. Là, je fais les apports des modules dont j'ai besoin. Donc, je vous rappelle, time et random pour des éléments qu'on a déjà évoqués, et Matplotlib pour le graphique. L'alias est bien PLT. Je ne reviens pas sur tri-sélection, j'exécute la cellule. Voilà, c'est en mémoire la fonction. Je vais pouvoir. Alors là, je teste à l'aide d'un simple assert et je le vérifie qu'une seule fois avec une seule liste. Alors, oui, la liste n'est pas triée, mais presque. C'était juste pour faire un test pour voir si ça marchait bien. Non, c'est la liste de départ, c'est celle-là, excusez-moi. Une fois triée, ça sera celle-ci, bien entendu. Alors, on va la faire tourner. S'il ne se passe rien, c'est que c'est bon. Si j'avais eu un message d'erreur, qu'il aurait fallu que je m'inquiète. Donc, je peux... Bon, c'est pas un test très, très sérieux. Mais une nouvelle fois, ce n'était pas l'objet principal de ce TP, donc c'était juste pour vous rappeler comment faire. Alors là, c'est les deux fonctions dont on a parlé, je ne reviens pas dessus, qui permettent de créer des listes presque triées ou dont on espère qu'elles ne sont pas triées du tout. Je les ai mises en mémoire. Là, c'est la fonction générée de temps de calcul. Je laisse en commentaire le print. Je n'ai pas besoin de le faire tourner, de vérifier les valeurs. Mais j'en ai besoin puisque dans la fonction qui affiche le graphique des temps de durée du tri par sélection, vous voyez, il a appelé ici pour créer donc ma liste Chronos, bien entendu, et pour qu'elle serve, pour que j'ai les ordonnées de mes points, dont les abscisses sont ici. Donc je suis obligé, bien entendu, de lancer cette cellule, ce qui est fait. Là, c'est pareil, je ne m'étends pas, hein, c'est le code qui permet
c'est le code qui permet d'afficher mon modèle. Alors ça, je ne le lance pas, enfin je le lance, si on peut le lancer, puisque de toute façon, même si j'ai enlevé le print, on voit quand même la liste Chronos, puisque ça retourne Chronos. Alors on va voir, true, c'est que je veux une liste presque triée, semi-triée. Et voilà les durées. Alors, bien entendu, puisque les listes se rallongent de plus en plus, la durée d'exécution est de plus en plus longue. Hein, là, la durée est en secondes, donc là, il y a 3 millisecondes environ. Et là, on est à 2 secondes pour des n qui sont beaucoup plus grands, bien sûr. Donc là, le début, c'est à 200. Donc, a priori, la liste doit faire enfin, environ, on va dire, pour que je ne prends pas de risque, environ 200 éléments. Pour la trier, on sent que c'est beaucoup plus lent. Vous avez vu le programme tout à l'heure sur Visual Go avec, il y a alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si je la fais filer, alors bien entendu, là, il est ralenti, mais on sent que ça prend un petit peu de temps quand même. Alors avec 200 éléments, forcément, on comprend que ça prenne un peu de temps. Alors 3 millisecondes, ça nous paraît peu, mais à l'échelle de la vitesse de nos ordinateurs aujourd'hui, c'est extrêmement long. Et donc là, pour le 2 secondes, c'est qu'on est passé à environ 4000, on va dire. Donc on est quand même, on commence à avoir des listes qui sont un petit peu conséquentes. Mais ça met 2 secondes. Alors on va afficher, on va faire tourner 2 cas. Alors puisque j'étais avec true là, on va mettre true là. Et on va regarder l'affichage. Alors sauf que, on va voir. J'entends l'affichage. Alors oui, normalement j'ai géré les deux, les semi-triés et les triés. Donc le modèle devrait, le modèle qu'on a vu tout à l'heure sur ma diapo, il est moyen. Il est moyen celui-là. Alors là vous voyez par exemple ça a été testé. Ça a été testé ce matin. Il y a peut-être des choses qui tournent sur mon ordinateur qui ne tournaient pas tout de suite. Bon, on est quand même relativement proche. Alors, je vais faire un test pour voir si c'est le même phénomène, si je me suis un petit peu éloigné. Oui, alors là, tiens, c'est bien qu'il y ait une erreur. Ça. Il faut qu'il y ait des erreurs. Name false is not defined. De toute façon, il y avait le code couleur déjà qui était true ou false. La classe est importante, c'est avec une majuscule. Alors, on lance. Et puis, on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Bon, de toute façon, les valeurs que j'ai prises pour les modèles, les petits a devant x carré, forcément, ils ne marchent pas chez vous. Ah là, par contre, c'est plus satisfaisant. Là, j'y crois presque. Bon, il aurait fallu remonter un petit peu. Là aussi, c'est pas parfait non plus. Vous voyez, donc ça dépend des moments dans la journée. Bon, l'idée, c'est d'observer qu'effectivement, on est dans une complexité x carré, n carré. Très certainement, très certainement. Et en fait, ça sera le cas. Voilà, écoutez, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine fois.